Bonjour, bienvenue au Clever Talk. Aujourd'hui, je reçois Daniel Pigeon-Angelini qui va nous parler aujourd'hui de ses réflexions sur le futur du travail, comment il a réussi à faire muter les seniors, les propulser sur le marché du travail de la meilleure manière possible. C'est un parler vrai qu'on adore et on apprend beaucoup de choses à mettre en place de manière très concrète. À très vite. Bonjour Daniel, merci beaucoup. Bonjour Jennifer, merci. Merci Bah, de m'accueillir. merci d'avoir accepté cette proposition de venir aujourd'hui dans le Clever Talk pour discuter avec nous, échanger sur ces questions du futur du travail, de la tech et surtout de l'employabilité des seniors. Avec plaisir. Alors, nous allons commencer par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi j'ai été pendant un certain nombre d'années consultant en accompagnement du changement. Je me suis par exemple beaucoup occupé d'accompagner des restructurations. Et puis je m'étais fixé un objectif de vie qu'à 50 ans de faire autre chose. Et donc depuis 50 ans, je fais effectivement autre chose. C'est-à-dire que d'abord j'ai créé mon entreprise. Ensuite j'ai laissé pour prendre en charge le comité de bassin d'emploi Sud-Val-de-Marne, une association qui existe depuis une trentaine d'années et qui accompagne les demandeurs d'emploi à l'origine sur le territoire du sud-ouest du Val-de-Marne. Oui, bah, c'est un beau challenge que tu as relevé. Et d'ailleurs, j'ai été, assez, intriguée et curieuse d'en savoir plus parce que je sais que tu viens de sortir un livre sur les 50 prompts qui permettent de trouver un emploi et c'est un sujet qu'on adore chez Clever, c'est-à-dire avoir et utiliser la technologie à bon escient pour se positionner au mieux et faire accélérer sa carrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, donc dans notre métier d'accompagnement des demandeurs d'emploi, on essaye des tas de choses. On a essayé, des modalités individuelles, collectives, petits groupes, grands groupes et cetera et puis quand, l'intelligence artificielle est arrivée, on l'a utilisé et on a remarqué en fait que, c'était un outil qui permettait d'accompagner la totalité de la recherche du demandeur d'emploi. Autrement dit, pas simplement, pour faire sa lettre de motivation, comme on entend beaucoup parler, ou faire son CV, mais dès l'amont pour réfléchir à son parcours professionnel, trouver des entreprises, trouver, des métiers vers lesquels on peut se développer et puis ensuite évidemment, faire la fameuse lettre de motivation, mais surtout ne pas partir de la feuille blanche, quoi, pas vraiment faire la lettre pour la livrer et enfin, surtout, s'entraîner, aux entretiens d'embauche puisque, là, le demandeur d'emploi a un partenaire disponible 24 heures sur 24 qui va pas le juger et donc ça nous a semblé être un outil formidable. Alors on a commencé, on l'a testé, on l'a présenté à beaucoup de demandeurs d'emploi, on l'a mis dans toutes nos formations maintenant, y compris les seniors, parce que c'est justement un outil qui est formidablement inclusif, hein. Aujourd'hui, on ne vous demande plus de coder, il faut simplement savoir demander. Oui. Donc savoir demander, là, ça ouvre le spectre des compétences de façon beaucoup plus large et donc on l'a utilisé, on a vu que ça marchait et puis comme ça marchait, j'ai eu envie de partager un petit peu cet outil et donc d'où ce livre, 50 prompts, qui justement reprennent toutes ces étapes de la recherche d'emploi. Donc dans les 50, il y a comment je me prépare, comment je cherche, comment je m'entraîne et cetera. Waouh, c'est un super défi et comment, ont réagi les demandeurs d'emploi lorsque tu leur as dit: «On va davantage utiliser l'IA aujourd'hui, on va le mettre à votre service»? Est-ce qu'ils étaient plutôt réfractaires ou ils étaient plutôt enthousiastes? Alors au début, il y a quand même une petite, pas vraiment une petite crainte, mais voilà, est-ce que je vais savoir? Est-ce que ça va vraiment, me servir à quelque chose? Parce que, on ne l'a pas encore dit, mais on travaille quand même beaucoup avec des demandeurs d'emploi seniors, par exemple, et qui, même s'ils sont très à l'aise, hein, c'est une idée reçue d'imaginer que les seniors ont un problème avec la techno. Peut-être un petit aparté là-dessus, mais quand même quelqu'un qui a 50, 60 ans aujourd'hui, il a mis en œuvre tous les changements technologiques, auxquels on est arrivé aujourd'hui. Il a mis en œuvre la messagerie électronique, internet et cetera. Donc lui expliquer maintenant on était en France quand même, un des premiers pays avec le Minitel à utiliser les nouvelles technos. Tous ceux qui étaient sur le 3615, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est soi-disant des seniors qui savent pas utiliser les nouvelles technos. Donc voilà, tout ça, c'est un vrai sujet. Mais du coup, les seniors souvent, s'auto-limitent, ne s'autorisent pas, se disent: «Ah, c'est un truc pour les jeunes» et cetera et quand on leur dit: «Ben non, regardez, c'est facile» et ils rentrent dans le jeu, ils l'utilisent et puis ils comprennent que, ils peuvent l'utiliser et que ça va vraiment leur apporter des solutions concrètes sur des tas de problèmes du quotidien, hein.
Pas bon, tu as l'exemple, en la matière? Oui, oui, en fait, c'est à tort. On se dit que les seniors vont être plus réfractaires au changement, mais finalement, ils ont été les plus adaptables et ils Ah l'ont oui? démontré, puisqu'ils ont réussi à s'adapter à toutes les révolutions technologiques. En voici une autre qui arrive et vous les aidez à s'en emparer. Donc, c'est formidable de pouvoir engager ce travail avec eux. Et d'ailleurs, je suis intéressée de savoir quelles sont les proportions de jeunes versus seniors que vous accompagnez aujourd'hui. Alors en fait, nous dans notre, vivier de personnes que nous accompagnons, on a différents flux. On a une activité bien spécifique qu'on fait en partenariat avec le département pour accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance vers un job, donc vers une alternance, des choses comme ça, avec, notre action et puis des parrains marraines qui travaillent avec nous, enfin qui viennent avec nous donner un peu de leur temps pour aider ces jeunes, donc ça c'est une partie. Et puis autrement, on est plutôt sur un public senior parce que donc nous depuis maintenant, 6 ans, on s'est fortement orienté, vers les demandeurs d'emploi seniors parce qu'il y avait personne, en fait. Oui, Hein, pour les jeunes, il y a les missions locales qui bien font un sûr. super boulot, il y a, des tas d'autres structures, mais, pour les seniors, il y avait personne et il y a toujours un énorme problème de recherche d'emploi, hein. Il faut quand même savoir qu'ils sont beaucoup plus longtemps au chômage que les autres. La première discrimination aujourd'hui encore selon le rapporteur des droits là qui a fait son rapport il y a pas très longtemps, c'est l'âge Mm. et et voilà et c'est en plus une discrimination qui passent beaucoup plus facilement que d'autres, Oui. qu'on n'hésite pas à exprimer tranquillement. Moi, j'ai des RH qui m'ont appelé pour me dire: «Si vous m'envoyez des gens de plus de 35 ans, Wow. c'est même pas la peine, les managers en voudront pas» et puis qui vous appellent, qui vous le disent tranquille, quoi. Mm. Qui ne diraient pas ça pour d'autres publics parce qu'ils savent, là, il y a un petit problème juridique. Mais les seniors, bon, voilà, ça passe quand même et puis, donc voilà, donc depuis quelques années, on s'est vraiment orienté vers ce public. On a créé plusieurs dispositifs. On a créé un label Oui. pour les entreprises, qui veulent montrer qu'elles sont ouvertes au recrutement des seniors. Il y en a quand même, heureusement, mais en plus, elles n'ont pas le droit de le dire, Mm. parce que, bah, voilà, sinon c'est de la discrimination, enfin, là, on leur rappelle. Et puis on a créé un dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi, justement en s'inspirant de ce qui existe pour les jeunes, notamment à l'époque, il y avait la garantie jeune. Bah, nous, on a créé des promos 45+, qui sont un calque en fait de la garantie jeune, mais pour les seniors, donc 6 semaines, présents, et cetera, pour les demandeurs d'emploi seniors de longue durée. Oui et c'est très pertinent, tu mets le doigt sur quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire que la discrimination des seniors est considérée comme acceptable parce que finalement ils auraient pas, voilà le même usage de la technologie et ce serait un peu normal de prendre des personnes qui sont nées avec la technologie Mmh. et qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place justement pour, garantir le fait que cette discrimination, elle soit plus acceptable? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la communication, malgré tout. La communication, ça peut paraître un peu superficiel et cetera, mais c'est utile et on voit que ça marche. On a vu que ça marchait, par exemple, sur d'autres publics, hein, quand, pendant le covid, le président est arrivé à dire: «Les jeunes, vont souffrir sur l'emploi», bah, il s'est passé des choses en termes de com et il y a eu un effet. Il y a beaucoup d'argent sur la table aussi, mais pas que. Il y a eu de la communication et ça marche. Là, il se passe aussi un peu quelque chose. On a un nouveau ministre qui, travaille beaucoup sur le sujet et fait de la com beaucoup sur la question de l'emploi des seniors. On a le sentiment qu'il se passe un petit peu quelque chose. Mais alors au-delà de la com derrière, ben, il faut effectivement qu'on puisse aussi former, Oui, former les recruteurs, former les managers parce que, il y a beaucoup de formations sur la non-discrimination en recrutement. Elles n'intègrent pas tous, la question de l'âge, c'est dommage. Et puis les managers se sentent objectivement, hein, souvent un petit peu désemparés sur la difficulté réelle ou supposée de gérer des gens plus âgés qu'eux. oui. Et pour peu qu'ils le disent avec un peu de force et que les DRH n'aient pas trop envie de les embêter, bah, OK, dans ce cas-là, on recrute plutôt des jeunes parce que ça passe plus facilement. Mmh. Et alors qu'il suffirait peut-être de former, les managers pour que, ben, justement, ils se sentent plus à l'aise pour gérer des seniors en se rendant compte que c'est pas des martiens et qu'on peut arriver à les intégrer dans une équipe et que ça au contraire, que parfois, ça crée beaucoup d'avantages, beaucoup de recul aussi dans certaines équipes, d'avoir une variété d'âges Oui. et ça apporte à tout. Oui, oui, tu pointes quelque chose de, très important, c'est qu'en fait, il faut changer la culture du travail et aussi la perception qu'on a des seniors au travail. Parce qu'en effet, on a déjà beaucoup entendu, alors si je recrute un senior, peut-être qu'il va moins s'intégrer dans l'équipe, peut-être qu'il va être, moins, facile de faire du changement avec lui ou d'être dans la transformation et donc finalement, c'est la posture, la représentation de ces seniors au travail sur laquelle il faut aussi travailler. Donc vous, vous œuvrez aussi à faire avancer ce management qui, permettrait de d'inclure les seniors, finalement? Bah, nous, on a des formations pour les managers déjà et puis de l'autre côté, on aide aussi les demandeurs d'emploi seniors à pas renforcer ces biais par leur propre Très bien. communication. Parce que souvent, on se rend compte que voulant bien faire,
Il renforce, les a priori que peuvent avoir les recruteurs. Typiquement, vous allez voir un recruteur et vous lui expliquez que vous connaissez bien le métier parce que vous le faites depuis 30 ans. Souvent, le recruteur, il en déduit que, ben, de toute façon, vous, ne C'est serez pas adaptable dans son entreprise et que donc, votre argument qui vous semble totalement imparable en disant: «Bah, je connais bien le métier depuis 30 ans», vous passez complètement à côté de la plaque et c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de faire prendre conscience aussi aux demandeurs d'emploi parce que, c'est trop dommage, quoi, de penser arriver avec, des atouts et de passer complètement à côté. Sur la question du numérique, encore une fois, c'est aussi important de ne pas arriver en s'excusant d'être senior, parce qu'on est, ben, oui, mais les jeunes aussi, les jeunes qu'on accompagne, on se rend compte qu'ils maîtrisent certaines formes de numérique, mais pas tout, loin s'en faut, hein, et puis aussi, faut aussi se rappeler pour les jeunes recruteurs, que leurs parents se sont peut-être rencontrés sur le 3615 et que donc aujourd'hui, leur réaction par rapport à l'appétence au numérique des seniors, ben, elle est franchement, sans doute pas très adaptée. Mmh, mmh mh. Donc voilà, je pense qu'il y a des affaires des 2 côtés. Du côté des seniors, de se sentir beaucoup plus à l'aise, de pas avoir, d'état d'âme, pour, se présenter, pour comprendre aussi justement cette difficulté ou cet a priori sur la capacité d'adaptation des seniors et puis, de pas se justifier, de pas s'excuser d'être senior, notamment sur l'utilisation du numérique. Oui, donc tu invites à un nouveau dialogue et c'est fondamental. Aujourd'hui, on en a besoin. Est-ce que tu aurais des success stories à nous partager? Est-ce que tu as des histoires, qui t'ont plus ou moins marqué, des personnes que tu as accompagnées et qui ont réussi, à se replacer dans le système du travail de manière, brillante? Oui, alors des success stories, on en a plein, il y en a quelques-unes qui me viennent en tête. Il y en a une où, on avait quelqu'un qui, avait fait plein de choses pendant sa carrière professionnelle et du coup avait un petit peu de mal à voir, sur quoi aller. Et en fait, on a réussi, par, ce qu'on peut faire, parce qu'on leur montre aussi, différentes possibilités d'emploi. On leur fait faire des visites. On a été visiter un musée. Il a vu que il était bricoleur et donc, il y avait des choses à faire dans le musée. Il faisait le week-end des animations pour enfants et aujourd'hui, c'est lui qui organise des expositions dans le musée qu'on allait visiter. Donc c'est assez rigolo. Puis d'autres exemples aussi, alors là, plutôt dans la recherche où, j'ai vu des gens qui, notamment sur la problématique de l'entretien d'embauche. Ils étaient très stressés par l'entretien d'embauche, sur les questions qu'on pouvait leur poser. Ils avaient eu plusieurs échecs, d'entretien et du coup ça renforce et cetera. En l'occurrence, cette personne s'est beaucoup entraînée Mmh. sur l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, pour gérer ses entretiens d'embauche et puis, bah, il a trouvé son poste derrière parce que, voilà, il y avait ce côté entraînement. Mmh. Entraînement à répondre, possibilité d'anticiper quelques questions auxquelles ils ne pensaient pas précédemment et donc voilà, on a eu une embauche, Mmh. d'une personne qu'on accompagnait comme ça. Ouais, 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 bah, je suis tout à fait alignée avec toi puisque nous aussi, chez Clever, on utilise l'IA, et du coup et ChatGPT ou d'autres acteurs en se disant que ça va être des coachs un peu amplifiés qui vont permettre, de décupler la productivité, mais aussi de nous faire voir les zones d'ombre pour avancer d'autant plus vite, sur la partie entretien, sur la partie se connaître et mettre en avant ses compétences. Et tu as mis le doigt à un moment sur quelque chose qui me parle, c'est-à-dire la polyvalence. Plus on avance dans sa carrière, plus on a fait des choses différentes généralement. Et moi, j'ai un enjeu avec les femmes que j'accompagne qui ont, 20-25 ans de carrière, c'est à arrêter de se présenter comme un couteau suisse, arrêter la polyvalence pour justement avoir une verticale et être sûre d'être repérée comme experte, sur, sa verticale et négocier un meilleur salaire finalement avec un meilleur titre. Est-ce que toi, tu as aussi cette problématique sur la polyvalence de personnes qui ont des carrières, très, très grandes? Oui, alors moi, j'ai plutôt le sentiment que la polyvalence peut être un atout si elle est bien vendue et que le problème, il est justement d'arriver à le vendre et qu'on a souvent aussi la difficulté de personnes qui, arrivent dans une entreprise en donnant le sentiment que justement, ils ont fait la même chose alors qu'ils ont été polyvalents et du coup, ils vont braquer l'entreprise en disant: «Ouais, mais il ne faudra pas s'adapter». Donc voilà, la polyvalence, c'est un peu la double facette. On l'attend des seniors quand même, hein, le recruteur, il attend ça, hein, il attend ce côté couteau suisse. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que tu me parles du couteau suisse parce que dans ma formation, j'ai un visuel où en gros, je leur, conseille plutôt le couteau suisse que la hache, du bûcheron qui est plutôt celle qui présente d'habitude en disant: «Bah, regardez, ah, comme j'utilise bien la hache, ouais, mais enfin, tu vois, ça fait des tas d'autres trucs» Oui. et voilà, faut aussi qu'on ait ces deux facettes-là et la polyvalence pour les seniors, je pense reste un atout, important. Bah, merci beaucoup de mettre le doigt dessus parce qu'en fait, je pense qu'on n'adresse pas exactement le même public. Mmh. Moi, je m'adresse à des femmes qui ont plus de 10 ans de carrière,
plutôt 20-25, qui vont chercher des carrières au-delà de 70 ou 90 K et qui vont, de Mmh. fait, avoir fait Mmh. beaucoup plus de choses dans leur carrière et un peu différentes et avoir besoin de se positionner sur une verticale pour Mmh. être sûr d'être repéré après sur Ouais, des postes à fort ouais. enjeu et donc c'est hyper intéressant de voir comment, finalement, il y a différentes manières d'aborder la sphère du travail, qu'on soit, senior ou pas et senior et en fonction de quel job on recherche. D'ailleurs, moi, je mets surtout l'emphase sur un enjeu qui est celui du réseau et du networking. Comment vous abordez, cette, partie réseau et networking pour les personnes que vous accompagnez? Déjà, on les on les aide à s'autoriser à le faire. OK. Je pense que, voilà, nous, on n'a pas tout à fait le même public que toi, hein. J'ai plus un public, alors j'ai quelques cadres, hein, dans les personnes qu'on accompagne, mais c'est clairement pas la majorité des publics qu'on accompagne et c'est vrai que c'est souvent un public qui ne s'autorise pas à faire du réseau, qui le fait souvent quand il le fait beaucoup trop tard, hein, qui fait du réseau, quand il cherche un job et c'est vrai que c'est toujours trop tard quand on arrive à Intéressant. ce moment-là, uniquement pour demander quelque chose. C'est toujours mieux de faire avant pour commencer à créer des liens et du coup, déjà, la première chose et c'est un ensemble, c'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur la confiance en soi, hein, c'est plus on va arriver en âge et en durée de recherche d'emploi, plus c'est quand même ce qui souffre en premier, hein. C'est la confiance en soi, c'est le sentiment d'oser aller voir des gens et cetera et donc le réseau, pour le coup, la première chose, c'est ça, c'est, de se dire: «Bah, tu peux faire du réseau, il y a pas de problème, s'il y a pas de niveau pour ça, autorise-toi à le faire». Mais souvent, effectivement, nous, quand on leur ouvre cette porte-là, c'est un peu tard parce qu'ils sont déjà en recherche depuis longtemps, parce que c'est pas le bon moment pour faire du réseau. Mais en tout cas, voilà, le sujet, c'est plutôt de les aider à se dire, «Ça aussi, c'est pour moi, c'est possible». Mmh et alors, nous aussi, on a des soucis lorsqu'on adresse la partie réseau, chez Clever, donc au Clever Camp. C'est vraiment un aspect qu'on va travailler, beaucoup parce qu'il s'agit de se positionner sur des postes qui sont, C-level ou juste en dessous. Donc, c'est beaucoup par le réseau qu'on obtient ce type d'opportunité et donc, on a une emphase sur le réseau. Alors moi, bizarrement, ce sont des femmes qui ont un réseau qui est très construit, qui est très large. Elles peuvent avoir jusqu'à 20 000 abonnés sur LinkedIn, mais elles ne n'osent pas solliciter leur réseau. Et puis elles n'ont pas forcément la manière, c'est-à-dire d'être dans un échange transactionnel de win-win. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais apporter? Et lorsqu'on réactive son réseau parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on cherche et qu'on a un peu du mal à se mettre dans une position basse et nous, on leur donne des astuces pour qu'elles puissent se positionner en apportant quelque chose et en se sentant pas redevables en le faisant parce que finalement le réseau, il est clé, il est nécessaire pour toutes les sphères et dans tous les domaines d'activité. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc, ravie qu'on échange sur nos pratiques de comment réactiver un réseau Avec dormant parce plaisir que et l'IA aide aussi beaucoup oui, là-dessus, pour, justement s'aider aussi à produire du contenu. exactement. Avec le risque que finalement au bout d'un moment l'IA parle à l'IA, sur les réseaux sociaux, mais, ça reste quand même cette, possibilité dont on parlait tout à l'heure pour la lettre de motivation, de pas être bloqué par la feuille blanche. Ouais, À partir du moment où on commence à voir quelque chose, si on a bien compris que ce qu'on récupère de l'IA, c'est pas ce qu'on doit poster, c'est pas ce qu'on doit envoyer au recruteur, bien sûr. mais que c'est une première matière qui justement va nous aider à réfléchir, à exprimer nos idées et cetera, bah, là, ça devient un outil vraiment utile. Et l'IA, sert, moi j'ai une cliente qui, s'en est servie pour, faire des demandes de connexion réseau Mmh. ou réactiver son réseau dormant et en fait ça lui a permis d'avoir moins d'affect, moins Mmh. d'émotionnel parce que finalement c'était pas à elle qu'on répondait et c'était pas elle qui allait, finalement, voilà, écrire son message religieusement pendant des heures et l'envoyer en espérant qu'elle soit, voilà, qu'elle soit bien reçue. C'était, vraiment, plus transactionnel, plus, dans la stratégie, dans la tactique et ça lui a plu parce que ça elle a pu décrocher, des rendez-vous réseau, des cafés networking comme on dit, chez Clever et en même temps, initier un mouvement pour sa recherche d'emploi, sans avoir ce côté émotionnel qui peut être très, très lourd quand on recherche un emploi parce que ça peut être long, ça peut être difficile et complexe. J'avais une question par rapport au personal branding. Est-ce que vous en parlez ou pas du tout? Comment, tes, seniors, comment les personnes que tu accompagnes se positionnent sur le personal branding, c'est-à-dire le fait de se mettre en avant sur LinkedIn, sur, des réseaux, sur internet? Est-ce qu'ils se mettent en avant ou pas du tout, c'est pas du tout un sujet? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On les informe plutôt par rapport à ça. On tente un petit peu de les amener à justement, travailler sur ces aspects. Il faut savoir que là, nous, on accompagne un public, donc si on fait un focus sur les seniors, hein. Notre public senior, il a normalement donc plus de 45 ans et plus d'1 an de recherche d'emploi. Dans la réalité, il a environ 55 ans d'âge moyen et il a plus de 3 ans de recherche d'emploi. C'est tard pour faire du, personal branding à ce moment-là quand on ne l'a pas fait avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Donc
s'ouvrir à ça, s'autoriser, encore une fois, à aller, plus sur les réseaux, aller chercher, se rendre compte qu'on peut aller chercher les choses. On fait un travail là-dessus, mais c'est clairement pas le point central, sur lequel on va travailler avec eux. Beaucoup ont déjà d'ailleurs un compte, mais ils le gèrent pas et donc du coup le personal branding est pas très développé. Voilà, leur rappeler que ça existe, leur donner quelques règles dessus, Mmh. quelques conseils et puis leur montrer que, voilà, il y a peut-être quand même des choses à faire, mais Je pense que c'est par étapes et ce sont des phases et en effet de se remettre en selle, mmh. ça nécessite un peu, certaines étapes, clés. Est-ce que vous leur conseillez de s'investir dans des associations ou d'autres types d'activités pour justement montrer qu'ils sont en activité et même se redonner confiance? Parce que la question de la confiance aussi, elle est clé. Ouais. Pour aller chercher un Do emploi, ça change la posture. Ouais, donc ça effectivement, non seulement c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le maintien des compétences, c'est bon pour la conviction qu'on peut, porter vis-à-vis d'un recruteur en leur montrant la crainte du recruteur, elle est quoi? Surtout sur les publics comme nous, on accompagne, qui travaillent pas depuis un petit bout de temps. C'est de se dire, moi je pars en vacances 15 jours, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre, j'ai devant moi quelqu'un qui n'a pas sur son CV de travailler depuis 2 3 ans. Comment je vais faire pour intégrer quelqu'un, dans cette situation, dans mon équipe, dans un environnement de travail, et cetera. Tout ce qui est associatif, tout ce qui est, un peu en dehors, ben, ça montre, cette capacité à s'engager. Il y a peut-être eu sur le plan professionnel des difficultés, mais on est capable de s'engager, on est capable de faire des choses. Ça va permettre aussi, notamment lors de l'entretien d'embauche, d'avoir des moments beaucoup plus agréables. On le voit tout de suite, hein, on fait beaucoup par exemple de média training, de simulation d'entretien d'embauche avec nos candidats. Quand on est sur sa carrière, c'est au sensu, sur le poste, on récite un petit peu des choses qu'on pense avoir appris avec les différentes étapes, mes compétences développées, blablabla, blablabla. Mmh. Dès qu'on commence à rentrer sur des aspects plus personnels, des engagements personnels, des choses comme ça, tout de suite le candidat change et puis bah, il parle avec, plus avec ses tripes et c'est ce qu'attend le recruteur. Ouais. Et pour le coup, c'est extrêmement important déjà de le faire et puis quand on le fait, de le mettre dans le CV, ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Pareil, beaucoup ne s'autorisent pas à dire: «Mais à quoi ça sert de mettre que je fais, telle ou telle activité dans mon CV? C'est pas pour ça que Mmh. je candidate». C'est pas vrai. Dans la réalité, le recruteur, il va plutôt regarder ça plutôt qu'un beau discours, bien, travaillé, sur, des compétences qui de toute façon ont changé et dont il se fiche éperdument et ce qu'il veut lui, c'est embaucher quelqu'un, un être humain avec des compétences et une qualité, des qualités et donc c'est fondamental. Ouais, très, très juste. Alors on va passer à la section vrai ou faux. Je vais Oui. prendre mes anti-sèches, hein. Et donc, l'idée, c'est de répondre alors soit par un mot, soit par, une phrase Waouh, si tu souhaites, voilà, développer. d'accord. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, à 50 ans, il faut cacher son âge sur son CV pour être convoqué à un entretien. Non, LinkedIn ne sert à rien après 45 ans. c'est totalement faux, c'est au contraire. Les employeurs ne veulent plus de seniors à cause du coût. Ça fait partie des biais, mais c'est souvent un faux biais, mais c'est enfin, comme beaucoup de biais d'ailleurs, mais ça fait partie des biais, ouais. Répondre à une offre sans cocher toutes les cases, c'est inutile. Non, pas du tout. Après une longue pause, on doit repartir de zéro. Faut toujours repartir de zéro, même sans pause. Bravo, Heu, merci beaucoup. Alors j'aurais, 2 dernières il y a questions. un point Oui, sur lequel je vas-y. voudrais revenir qui est intéressant sur l'âge, sur le CV. Comment peut-on s'imaginer que si le recruteur discrimine sur l'âge, il ne discriminera pas quand il va rencontrer la personne? Donc tout le monde gagne du temps. C'est-à-dire que si le on est d'accord, la discrimination, c'est pas bien, mais on sait que beaucoup le font. Quand on envoie un CV, que le recruteur, parce que c'est très facile hein, de mettre sur son CV, de gommer quelques trucs anciens, de mettre simplement les formations récentes et de donner l'impression sur son CV qu'on a 25 ans et pas 50, très facile. Mais quand le recruteur va vous recevoir, c'est bien pire d'avoir un recruteur qui attend quelqu'un de 25 ans, qui voit arriver quelqu'un de 50, de voir sur sa tête le fait qu'il voit quelqu'un de 50 et pas de 25. Mmh. Et imaginez qu'à ce moment-là, il va tomber les bras en croix en disant j'ai toujours discriminé, mais grâce à vous, bah, sans que je vous vois, je ne vais pas discriminer. C'est absurde. Donc évidemment qu'il faut mettre ça. Alors il ne faut pas forcément écrire son âge parce que bon, ça. Mais en tout cas, il faut faire en sorte que le recruteur, notamment avec des photos, c'est important, les photos pour les seniors, il sait qui il a en face de lui, qui il aura en face de lui. Mmh. Et il n'y a pas cette découverte. Moi, je préfère d'ailleurs mettre les photos plutôt que l'âge. C'est beaucoup plus important Mmh. pour la relation qu'on a ensuite en entretien d'embauche. OK, très clair. Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais maintenant me parler de ta vision? Donc,
tes appréhensions en fonction de ce que tu vois aujourd'hui, des mutations du monde du travail. Quelles sont les appréhensions qui, selon toi, sont, les appréhensions qui pourraient émerger dans les prochaines années? Alors les appréhensions, ben, il est clair que, l'IA va tout bouleverser. Mmh. Mais ce qui est aussi clair au moment où on en parle, c'est qu'on ne sait absolument pas comment. On ne sait absolument pas comment. Il y a bien des postes où on se rend compte que ça va être un peu chaud, hein, quand même, hein, les postes de développeurs, les postes de traducteurs, les postes de rédacteurs. On se rend compte que ça va quand même être un petit peu compliqué. Mais par contre, d'ailleurs, il suffit de voir, hein, les rapports qui sont sortis sur le sujet, il y en a pas 2 qui sont d'accord sur les impacts de l'IA sur l'emploi dans les années à venir. Donc voilà, il va se passer des choses, on ne sait pas trop quoi. Il y a des effets négatifs, il y aura des aspects positifs, hein. Ce qu'on voit aussi, hein, dans les rapports qui sont sortis, c'est que, bah, ça fait monter en compétence ceux qui étaient un peu en difficulté et donc qui du coup, ben, ont moins tendance à être sortis puisqu'ils reviennent dans le jeu avec l'IA. On se rend compte aussi qu'il y a des métiers qui vont peut-être revenir. On voit beaucoup en ce moment, par exemple, dans les informations, avec l'IA ou à cause, à grâce, je ne sais pas trop, on n'est plus capable aujourd'hui d'envoyer une photo à son assureur pour expliquer, que sa voiture est abîmée. Forcément, prenez une photo de votre voiture, vous faites un bidouille avec l'IA et vous avez une voiture complètement cassée, vous pouvez l'envoyer à votre assureur, ça pose un problème, c'est évident. Mais, bah, justement, les seniors se rappellent qu'il y a 20-30 ans, on n'envoyait pas une photo de sa voiture à son, assureur, il y avait un expert qui venait et qui venait voir, l'état de la voiture. Entre-temps, les assureurs ont retiré des experts, se sont rendus compte que les photos marchaient très bien. Peut-être que demain, il faudra réembaucher des êtres humains pour de vrai, pour aller vérifier, par exemple, que la voiture est cassée ou pas. Mmh. Bon, encore une fois, il va y avoir des bouleversements partout. On ne sait pas trop comment ils vont se manifester. Ce qui est fondamental, c'est qu'on suive ces bouleversements. Bien sûr. Et arriver comme une fleur, dans, quelques mois, quelques années en disant: «Bon oui, j'ai entendu parler, il passait des trucs, mais je sais pas trop quoi» et cetera. Là, ça sera la vraie, le vrai clivage entre ceux qui sont, qui ont suivi tout simplement ce qui se passait et qui sont capables de pouvoir comprendre, ben, justement où se situe encore la part de l'humain par rapport à la part de la machine. Mmh. Et ça, chacun doit faire ce travail-là. Dans son travail aujourd'hui, quel que soit notre métier, on se rend compte qu'il y a des aspects qu'on peut déléguer à la machine. D'autres qui, au contraire, font que, ben, on a quand même et on a de plus en plus, de la valeur ajoutée sur certains points. Bah, chacun doit faire ce travail-là. Mais, se projeter aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile. On se rend compte d'ailleurs quoi? La durée de vie des compétences. Mmh. On est passé, il y a un rapport il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on est passé de 30 ans à 2 ans pour la durée de vie d'une compétence. Donc se projeter dans l'avenir, Mmh. Très bon, compliqué. là c'est du madame Irma. Il faut faire au quotidien, suivre ce qui se passe, être au courant et s'interroger sur soi pour savoir comment, où est ma valeur ajoutée? Où est ma vraie valeur ajoutée? Je ne perds pas du temps à faire des âneries que je pourrais, consacrer à d'autres choses qui soient vraiment, là où j'exprime ma valeur ajoutée. Mmh. Et donc tu as un peu répondu, mais j'aimerais bien que tu nous dises une phrase sur ta vision positive, du coup du futur du travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te met, en joie? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui te donne du dynamisme sur, l'avenir du travail? C'est cette nouveauté justement qui enthousiasme. C'est se dire que, il va se passer des choses et qu'on va en être les acteurs et que ce changement va continuer et qu'on sera dedans, qu'on sera dans le jeu. C'est ça qui est enthousiasmant. Mmh. C'est justement de ne pas subir et c'est vraiment intéressant, hein, sur cet aspect, intelligence artificielle, ça redonne le pouvoir, la parole, l'action à des gens qui ne l'avaient plus, Mmh. dans des tas de domaines. Les ATS par exemple, ben, l'entreprise avait le pouvoir de l'intelligence artificielle sur la personne qui candidatait depuis maintenant 20 ans Bien quasiment. sûr. Aujourd'hui, le candidat reprend le pouvoir avec l'intelligence artificielle ou au moins reprend une égalité de pouvoir. Mmh. C'est toutes ces choses-là qu'il faut et qui sont enthousiasmantes parce qu'on ouvre de nouvelles voies. Donc c'est toujours bien d'ouvrir de nouvelles voies. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin qui, nous laissera sur une belle touche, optimiste. Merci. Merci pour cet échange riche et à très vite. À bientôt.